Si je vous dis 10 millions de morts, 40 millions de blessés, 900 Français et 1300 Allemands morts par jour, on touche alors plus précisément du doigt ce que fut le premier conflit mondial entre 1914 et 1918. À côté, combien d'orphelins, de veuves, de parents privés de leurs êtres chers. Ce conflit ouvre en fait réellement le XXe siècle et, à mon avis, mais c'est mon avis, il brise à jamais l'élan de la France relevé de 1870. Outre les épisodes de Clémenceau et de Gaulle, de la même lignée si je puis dire, jamais la France ne va se remettre vraiment de la guerre 14-18, ni moralement, ni idéologiquement, ni socialement, ni financièrement. Cet immense conflit, qui n'est au départ essentiellement qu'européen, devient mondial parce qu'il s'est étendu comme un virus à une vitesse que les technologies de l'époque permettaient désormais. Pourquoi cette guerre ? Eh bien cette guerre était finalement profondément absurde, on pourrait dire aujourd'hui. Elle n'avait en fait aucune justification, sauf une, la puissance des sentiments nationaux. On peut presque dire qu'elle a été faite contre l'avis des chefs d'État de tous les pays en question. Ils ont tous été, on pourrait dire, poussés à le faire. C'est pas la première fois dans l'histoire, mais c'est la première fois à cette échelle. C'est en fait, si vous voulez, le champ du signe d'une Europe qui dominait alors le monde. C'est une guerre mondiale, c'est vrai, mais en fait, surtout une guerre européenne, j'y reviendrai tout à l'heure. On a longtemps dit que l'Europe vivait dans une véritable psychose, voire même une attente de guerre. En fait, il faut savoir que juillet 1914 est un mois d'été tout à fait ordinaire. Les carterons nationalistes exaltant la guerre sont en fait très minoritaires. Mais ces prises de position sont prises très au sérieux par les pays voisins. Les Russes et les Français craignaient la puissance allemande, c'est vrai. Les Allemands se croyaient encerclés de toutes parts par les Français. C'est donc pas une psychose, mais un sentiment de menace permanent et qui a beaucoup compté dans la mise en place des deux alliances. Vous savez, la triplice, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, même si elle restera neutre en 14, et la triple entente, donc France, Royaume-Uni et Russie. C'est donc ce sentiment de menace qu'il faut comprendre, sachant que les points de tension sont évidemment multiples. C'est François Furet, vous savez, l'historien, qui disait « Plus un événement est lourd de conséquences, moins il est possible de le penser à partir de ses causes ». Ben évidemment, c'est la tension franco-allemande qui est le principal moteur de cette guerre. Souvenir de la guerre de 70, évidemment, et d'une revanche, c'est vrai, mais surtout, les crises graves qui les ont opposées notamment au Maroc pour son contrôle en 1905 et en 1911. On les a appelées, vous savez, peut-être, les crises de Tanger et d'Agadir. Elles ont certes été résolues pacifiquement, c'est vrai, mais elles sont ce qu'on appelle, en physique, un révélateur. Celui des rivalités coloniales, bien sûr. Vous avez le même phénomène entre l'Allemagne et l'Angleterre pour la supériorité industrielle, commerciale et navale. Dans ce contexte, le corollaire, si vous préférez, c'est la course aux armements, l'escalade. Vous en avez un exemple dans le film La vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder. C'est une époque d'intense activité d'espionnage aussi. Mata Hari bien sûr, mais aussi, c'est vrai que c'est moins connu, un abbé du sud-est de la France, grassement payé par l'Autriche et l'Allemagne pour espionner les activités aéronautiques françaises du côté de Toulouse et de Pau. Le curé d'un petit village qui, subitement, devient très riche. Ça ne vous rappelle rien ? Il fait construire un petit palais, fait refaire son église entre divers allers-retours très secrets. Le village, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Rennes-le-Château bien sûr. On a retrouvé dans sa comptabilité de très nombreux et importants versements. Ah, la Bessonnière. En France et en Allemagne, les nouvelles lois militaires augmentent du même coup, les effectifs des armées, etc. Je vais vous raconter une parabole. C'est-à-dire, ça y est, il se prend pour le Christ, ça va plus du tout. Vous allez voir, l'histoire se passe dans le nord des États-Unis il y a très longtemps. Un homme, alors imaginez une sorte de Charles Ingalls, voilà, en train de couper du bois, quand un Indien vient à passer. Alors l'homme lui demande si l'hiver va être dur, l'Indien réfléchit un instant, et il dit « hiver rude ». L'homme remercie, et suite à cette révélation, va couper plus de bois en prévision de ce que vient de lui dire l'Indien. Quelques jours après, le tas de bois augmente, et le même Indien repasse devant la maison, l'homme lui repose la même question, l'Indien réfléchit, et dit « hiver très rude ». Du coup, content de le savoir, l'homme va couper encore plus de bois en prévision. Quelques jours plus tard, même scène, réponse, hiver très très rude. Au moment de couper encore plus de bois, l'homme, intrigué, pose la question. Mais dis-moi, vieil homme, comment fais-tu pour savoir à l'avance le temps qu'il va faire ? L'Indien le regarde dans les yeux et lui dit, plus homme blanc couper du bois, plus hiver rude. Voilà cette petite parabole qui vous explique pourquoi et comment en fait il y a eu cette montée, cette montée en puissance, cette course à l'armement entre les deux. Plus l'un allait d'un côté, plus l'autre essayait de le dépasser, etc., etc. Eh bien, vous avez donc ce même phénomène d'emballement entre les deux organisations, triplice et triple entente, sauf que jamais personne n'a posé la question finale, comme avec l'Indien tout à l'heure. Avec en plus, quelque chose de nouveau, l'opinion publique qui s'en mêle. Armement égale guerre inévitable. Et c'est cette conviction qui va faciliter l'acceptation finale et finalement sans surprise réelle, presque fataliste, de la guerre. Bien sûr, vous avez aussi les facteurs déclenchants immédiats. L'étincelle, vous savez, qui met le feu aux poudres des Balkans par exemple. Dans les Balkans, la Russie se sentait protectrice des Slaves et donc de la Serbie. L'Autriche-Hongrie, de son côté, avait annexé la Bosnie en 1908.
et voyait dans l'État serbe une sorte de menace pour la cohésion de son empire. Mais les tensions prennent encore plus d'ampleur avec les deux guerres balkaniques de 1912 et 1913. Vous voyez, petit à petit ça monte. On a eu les guerres au Maroc entre la France et l'Allemagne, on a eu les guerres balkaniques 1912-1913. La première en 1912 opposait les États des Balkans à l'Empire ottoman et la seconde avec les États balkaniques entre eux. La poudrière est donc prête à exploser et l'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914 a joué le rôle d'étincelle. La faible implication à ce moment-là des Britanniques fait alors croire à l'Allemagne que la Grande-Bretagne n'interviendra pas dans un conflit continental, et en quelques jours, tout se précipite et c'est le drame. L'Allemagne prend le risque calculé d'une guerre courte et limitée pour conforter son allié, l'Autriche-Hongrie. On peut dire que c'est bien l'Allemagne qui endosse la responsabilité, pas unique c'est vrai, d'un conflit destiné à rester d'ampleur extrêmement restreinte. Mais c'était oublié la mécanique, le jeu des alliances. Fin juillet, début août, la crise échappe à tout contrôle, la faillite de la diplomatie est totale, la guerre éclate et devient immédiatement un conflit généralisé. Alors on a évidemment les images dans la tête des départs à la fleur au fusil, mais dans les campagnes et même dans les villes, on en est loin. Il faut tordre le cou à cette idée qui n'est qu'un montage en épingle d'événements très isolés par des journalistes de l'époque. Il faut bien comprendre qu'on prend les bras pour les champs. En fait, on les embarque, on les emporte, mais partout. Il faut savoir aussi qu'on part avec patriotisme. On sait très bien pourquoi on part. Il n'y a pas non plus d'idée de revanche, ça n'apparaît quasiment pas dans les textes. On part pour défendre la mère patrie. Même les socialistes, dans les derniers jours de juillet ou au début du mois d'août, alors qu'ils manifestaient encore contre la guerre, se rallient aux politiques de défense nationale. Alors vous savez, le 31 juillet, Jean Jaurès est assassiné par Raoul Villain, un nationaliste exalté, mais même lui avait indiqué le 18 juillet il n'y a aucune contradiction à faire l'effort maximum pour assurer la paix, et si la guerre éclate malgré nous, à faire l'effort maximum pour assurer, dans l'horrible tourmente, l'indépendance et l'intégrité de la nation. Vous voyez, faire attention à la caricature qu'on a souvent d'un Jaurès résolument contre la guerre, c'était aussi un patriote, un pragmatique. Pareil, la quasi-totalité des socialistes fait passer leur patriotisme avant l'internationalisme, qui est bien moins ancré évidemment que le premier. Les luttes politiques, les grèves sont suspendues partout et des cabinets d'union nationale sont formés. C'est ce que le président Poincaré avait nommé l'union sacrée pour la France, ou la trêve des partis en Allemagne, le Burgfrieden. Dans la plupart des États, leur parlement vote les crédits de guerre, dans un élan d'enthousiasme et une émotion difficile à décrire, y compris les socialistes, ceux qui étaient contre la guerre. Alors face à face, du moins au niveau des deux principaux protagonistes, les forces sont sensiblement identiques. En plus, ces deux pays peuvent mobiliser rapidement 1 million de réservistes. Les Anglais, de leur côté, faute de conscription évidemment, disposaient de forces beaucoup plus réduites et surtout éparpillées dans tout l'Empire. La Russie, de son côté, dispose de forces évidemment écrasantes, on comprend bien, mais sa capacité de production industrielle est très inférieure et du coup ça contrebalance largement son immensité d'hommes et ça l'empêche de mobiliser en plus très rapidement. Tous les plans des états-majors prévoient à ce moment-là une guerre courte et offensive. Et sachez que cette idée va perdurer pendant les premières semaines du conflit. Alors vous connaissez toutes et tous les tenues militaires de nos soldats opposées au vert de gris des Allemands beaucoup mieux préparés. Nous avions le pantalon rouge et la casaque bleue, c'est vrai, ça peut nous paraître totalement ridicule, mais c'est la vérité. Ça a existé. L'absence de casque en plus dans les armées montre à quel point on avait aussi sous-estimé la puissance de feu. À l'ouest, les Français, avec 3 600 000 hommes. Ils vont appliquer ce qu'on appelle le plan 17, sous le commandement en chef de Joffre. Le plan, c'est d'attaquer les provinces perdues de 1870. La résistance est efficace, meurtrière, les Français vont prendre Mulhouse rapidement, mais ce sera sans lendemain. En revanche, le plan Schlieffen, donc le plan allemand mis en œuvre par le général Moltke, se révèle dans un premier temps beaucoup plus probant. Les Allemands veulent vaincre la France en 6 semaines et se retourner contre les Russes. Ils ont 2 fronts, faut pas l'oublier. Ils traversent la Belgique avec pour intention de déborder les Français qui ont massé leurs troupes au nord-est pour ensuite les envelopper en les repoussant vers l'est et les acculer petit à petit à la défaite, donc les prendre à revers si vous voulez. Pourtant, ils vont perdre 8 précieux jours du fait de la résistance belge et c'est le 18 août qu'ils vont entrer en contact avec la 5e armée du général Lanrezac, alors qu'à sa gauche, le corps expéditionnaire britannique affronte la première armée allemande à Mons. Après d'âpres combats sur la Sambre entre les 20 et le 22 août, le général Lanrezac décide de se replier le 23 août. Il va sauver quand même en ça son armée d'un encerclement qui aurait probablement, on le comprend bien, des conséquences épouvantables pour les Français. Et les Allemands parviennent à envahir le nord de la France. Ils sont rapidement à moins de 50 km de Paris. Joffre garde malgré tout le moral, il va affirmer que l'armée française peut encore lancer une attaque victorieuse, une contre-attaque victorieuse. Malgré la fatigue, les troupes alliées opèrent une retraite en bon ordre après leur défaite sur quasiment toutes les frontières. Le corps expéditionnaire britannique planifie déjà son repli, lui, vers les ports de la Manche pour un éventuel réembarquement. On va retrouver les mêmes réflexes 25 ans plus tard, c'est vrai. Mais le général Gallieni, le gouverneur militaire de Paris, rencontre Lord Kitchener pour proposer une contre-attaque commune généralisée quand les Allemands arriveront sur la Marne.
Vous savez que l'aviation en est à ses débuts et que Foch n'y croyait que modérément, on peut dire, voire on pourrait même dire n'y croyait pas du tout. Et son rôle était cantonné au rôle d'observation. Et bien le 2 septembre, des aviateurs découvrent que la première armée allemande, la plus à l'ouest, infléchit son offensive vers l'est et n'effectue pas le mouvement prévu par le plan Schlieffen, c'est-à-dire d'envelopper Paris par l'ouest. Et une partie de l'armée française, du coup grâce à cette information, va se concentrer le long de la Marne, entre Nanteuil, le Haudouin et Meaux, dans l'après-midi du 5 septembre. Elle va entrer en contact avec les Allemands à partir du 7 et soutient son effort jusqu'au 9, entre autres, avec l'envoi d'urgence de 10 000 hommes de la garnison de Paris, dont près de 6 000, vous connaissez l'histoire, hein, sont transportés par 1200 taxis de la capitale, réquisitionnés par le général Gallieni. Tout le monde connaît cet épisode-là. C'est vrai que c'est un détail de l'histoire, comme on dit, mais un détail qui quand même a eu son importance. Finalement, le 9 septembre, bien que sa progression ne soit pas réellement significative, elle oblige la première armée allemande à utiliser une trop grande part de son potentiel sur son flanc ouest, et elle ralentit sensiblement sa progression vers le sud. Du coup, Paris est sauvé. Une brèche d'environ 50 km va s'ouvrir parce qu'il manque aux Allemands les 120 000 hommes qui sont retenus par les Belges toujours devant la place forte d'Anvers. Ça, on l'oublie un peu trop souvent. Les Belges se sont battus comme des lions et ils ont, on peut dire, participé largement à la victoire finale. Du coup, l'armée française et le corps expéditionnaire britannique attaquent les deux armées allemandes exposées sur leur flanc alors qu'elles sont en pleine manœuvre. Le haut commandement allemand, imaginez, est pris totalement par surprise, il ne s'attendait pas à une telle capacité de réaction des deux réunis. Il est contraint d'ordonner l'arrêt de ses troupes, puis le repli. Repli de courte durée, puisque le 13 septembre, les Allemands se rétablissent immédiatement sur des positions défensives, préparées sur leurs arrières, en urgence, mais avec de très grands moyens. On voit bien que la fameuse doctrine de l'attaque à outrance, dont je parlais au début, a été immédiatement remise en cause, mais les troupes françaises ont su battre en retraite sans se désunir et trouver assez d'allant pour contre-attaquer lorsque le général Joffre va en donner l'ordre. C'est Joffre d'ailleurs qui, avant la guerre déjà, maintenait la théorie de l'avant-garde, héritée de Napoléon Ier, bon, je ne reviens pas dans les détails, mais qui va être appliquée par l'armée belge finalement, en accord avec le commandement français. La tactique est simple, diviser l'ennemi pour réunir l'avant-garde avec le gros des armées en vue de la bataille générale. Elle sera mise en application dans les événements militaires qui vont suivre, la victoire de la Marne, dans ce qu'on a appelé la course à la mer, qui va voir les Belges abandonner Anvers pour s'unir aux Franco-Britanniques sur les bords de l'Isère pour la bataille décisive. Le rôle des taxis de la Marne, bon, on en a parlé tout à l'heure, c'est un des actes de bravoure et de génie, c'est vrai, mais réellement purement anecdotique quand même. Les trains, surtout, ont été très bien utilisés par les Français, ce qui les a fait remporter cette bataille de la Marne. En novembre 1914, donc, c'est déjà la fin de la guerre de mouvement et c'est déjà l'enlisement. Les pertes humaines sont épouvantables. Côté français, on est déjà à 300 000 morts. Rien que la journée du 24 août a fait 27 000 morts et elle est considérée comme la plus meurtrière de toute la guerre. Malheureusement, ce qui aurait dû être une alerte pour tout le monde n'a pas suffi, il va falloir attendre Verdun pour ça. Sur le front Est, par contre, les succès allemands sont beaucoup plus décisifs, notamment grâce à la victoire de Tannenberg. En fait, selon le mot de l'époque, ça a été une bataille gagnée, la bataille de la Marne, mais une victoire perdue. Parce que si les armées franco-britanniques ont mis un terme à l'avancée des armées allemandes, elles n'ont pas su exploiter cet avantage en les repoussant hors du territoire français. D'une part parce qu'elles étaient totalement épuisées, on peut le comprendre, pour reprendre une quelconque offensive, et d'autre part, les Allemands avaient dès les premiers signes d'un repli constitué des lignes de défense sur des points tactiquement favorables à plusieurs dizaines de kilomètres au nord, conduisant à une stabilisation durable du front, je dirais plutôt un enlisement du front. Du coup, les armées sont bloquées face à face depuis la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse pour le front ouest, plus de 700 km, et de la Baltique aux Carpates pour le front est. Le front ouest prend donc la forme de tranchées et de boyaux de communication larges de plusieurs kilomètres, et en première ligne, les adversaires ne sont séparés que par quelques centaines de mètres parfois, recouverts de barbelés, ce qu'on a appelé le No Man's Land. Là encore, les tranchées allemandes sont les mieux aménagées, très souvent, elles arrivent à former dans certains secteurs de véritables réseaux souterrains en béton disposant d'électricité et même de chauffage. Ces systèmes très défensifs n'ont pourtant pas empêché les deux camps de lancer des offensives répétées destinées à user l'adversaire. Est-ce qu'ils avaient réellement la prétention de penser que percer le front ramènerait à une guerre de mouvement? Rien n'est moins sûr et malheureusement, il n'y a plus personne pour en parler. Vous avez ainsi en 1915, Français et Anglais qui essayent de percer en Artois et en Champagne, sans succès bien sûr, on le saurait. Joffre parle de grignotage de positions adverses, très coûteuses évidemment, en hommes. En 1916, c'est l'année de l'enfer de Verdun, la plus grande bataille de la guerre pour les Allemands et les Français. Février, c'est le début de l'offensive. Et décembre, le moment où les Allemands sont ramenés à leur position de départ. Ils auront sacrifié 240 000 hommes. En face, les Français en perdent 260 000. Verdun, c'est le summum de l'horreur. Verdun, c'est peut-être, selon moi, le moment où l'avenir de la France, dans les 100 ans qui vont suivre, s'est joué cette bataille. Accumuler un cortège d'horreur et de souffrance, selon les protagonistes, qu'aucun autre champ de bataille n'a pu égaler. Pour les Français, c'est une bataille défensive, mais ils ont tenu. Les Allemands voulaient, selon l'expression malheureuse de von Falkenhayn, saigner à blanc l'armée française, mais à quel prix ?
1916, l'Allemagne a besoin d'une victoire militaire marquante. Les principales raisons du choix de la ville de Verdun sont d'une part que le temps joue contre elle, contre l'Allemagne. En effet, ses ressources en hommes et en matériel ne sont pas inépuisables. L'Allemagne a donc besoin d'un élément de négociation pour imposer la paix. D'autre part, il faut aussi remonter le moral national. Les Allemands commencent à douter de l'issue du conflit. Vous imaginez, 6 semaines, ça fait quand même 2 ans que ça dure, et subissent les effets de la guerre, notamment la disette, etc. Or, toutes les hypothèses d'attaque sur le front oriental semblent présenter assez peu d'intérêt ou trop d'inconvénients. En plus, l'attaque de l'Angleterre paraît risquée, d'où la volonté de l'isoler, en la privant de sa meilleure épée, la France, et de l'obliger à porter seule désormais le poids de la guerre. Pour ça, il faut battre la France, bien sûr. Donc ce choix a aussi l'avantage de priver la Russie du soutien occidental, de la mettre aussi hors jeu, si vous voulez, dans l'incapacité, elle aussi, de maintenir son effort de guerre, donc de se libérer d'un front. C'est pas neutre, c'est très important. En conséquence, le front français apparaît comme la seule solution. 2 places fortes retiennent alors l'attention des Allemands, de l'état-major, Verdun et Belfort. Elles remplissent toutes les deux les conditions requises. Finalement, c'est Verdun qui est choisi, évidemment, le 13 janvier 1916, pour une bataille considérée comme décisive, pour sa vulnérabilité, et aussi du fait que l'état-major n'aura pas à déplacer beaucoup de troupes. Comptant sur leur supériorité en artillerie lourde, eh bien les Allemands vont employer la méthode de ce qu'on appelle le roulement de tambour. Les canons ne tirent pas par salve, mais en feu à volonté, ce qui effectue un pilonnage continu. La préparation d'artillerie va en fait permettre de détruire les défenses du terrain à conquérir. La reconnaissance aérienne alors prend des photos inquiétantes, mais Joffre va rester sourd à ces renseignements. La bataille de Verdun commence le 21 février à 7h15 du matin avec un déluge de feu sur les forts et sur les tranchées. C'est le début d'une bataille inhumaine qui va durer 10 mois et fait plus de 300 000 morts donc et 500 000 blessés. Un véritable déluge de fer et de feu s'abat sur un front de quelques kilomètres. Le bombardement, imaginez ça, est perçu jusque dans les Vosges, à 150 km de là. 2 millions d'obus. Un obus lourd, toutes les 3 secondes, tombe sur les positions françaises en 2 jours, écrasé par cette pluie d'acier. Les défenses sont broyées, disloquées, écrasées. En quelques heures, les massifs forestiers alentours disparaissent, remplacés par un décor qu'on imagine et qu'on a tous vu, un décor lunaire. Les massifs de Haumont, de herbe-bois et des corps sont déchiquetés, hachés, nivelés. Pendant 10 mois, Français et Allemands vont s'affronter. Le chef d'état-major allemand, Erich von Falkenhayn, veut en finir avec une guerre de position qui dure depuis la bataille de la Marne, commencée 18 mois plus tôt. Ils n'en peuvent plus. Les poilus résistent. Ils vont perdre le fort de Douaumont. Ce succès est immense pour la propagande allemande et c'est une consternation pour les Français. Mais malgré tout, la progression allemande est très fortement ralentie. Ce type de déluge présente des inconvénients aussi pour l'attaquant. Le sol labouré devient contraignant, instable, dangereux. Bien souvent, la progression des troupes doit se faire en colonne, en évitant les obstacles et même en évitant leurs propres obus. Plus extraordinaire, contre toute attente, les Allemands qui arrivent trouvent une opposition à leur progression. Dans des positions françaises qui ont littéralement explosé, disparu, sans jeu de mots, disparu, des survivants surgissent comme des fantômes, des poignées d'hommes, souvent sans officiers, s'arment et ripostent à l'endroit d'où ils se trouvent. Les combattants français, dans un piteux état qu'on peut imaginer, résistent avec acharnement, ils parviennent à ralentir ou à bloquer l'avance des troupes allemandes. Le général Pétain organise enfin la riposte. Il va mettre en place une liaison entre Bar-le-Duc et Verdun, qu'on appellera la voie sacrée. C'est extraordinaire. Il a fait sur presque 50 km. Il faut faut imaginer des lignes et des kilomètres de camions sans cesse, jour et nuit. Les camions ils avaient pour interdiction de s'arrêter. Si un camion tombait en panne, on le balançait dans le fossé. Il fallait pas que ça s'arrête et ça transportait comme ça munitions, hommes, armes, et évidemment nourriture, bien sûr. Il fallait résister à tout prix. Elle permet cette voie d'approvisionner, bien sûr, donc le front en matériel, nourriture et d'assurer la relève également des soldats. Pétain réclame alors des renforts à Joffre qui, lui, de son côté, va privilégier sa future offensive sur la Somme. Ça fait dire à Pétain, le GQG me donne plus de mal que les Boches. Au début de la bataille, les effectifs français étaient de 150 000 hommes. En avril, ils s'élèvent à 525 000. L'apport de troupes nouvelles, évidemment, va permettre de repousser l'assaut allemand. Cette concentration humaine, sur une si faible surface, peut expliquer, dans une certaine mesure, le véritable bain de sang que constitue Verdun. Rétrospectivement, Verdun apparaît comme le lieu d'une des batailles les plus inhumaines auxquelles l'homme se soit jamais livré. L'artillerie va y causer 80% des pertes. Le rôle des hommes y consiste surtout à survivre, moi je dirais surtout à mourir, dans les pires conditions, sur un terrain transformé en enfer, tout ça pour un résultat nul. C'est un match nul. On a juste repoussé les Allemands, mais on n'a pas gagné le moindre pouce. Mais c'est un résultat important, malgré tout. Mais 1916, c'est aussi donc l'offensive de la Somme, engagée en juillet par les Anglais, avec un important soutien français. Offensive ratée, mais la Somme va jouer pour les Allemands le rôle de Verdun pour les Français. Pour l'armée anglaise, en revanche, la Somme est un véritable désastre, sans précédent dans son histoire. Le premier jour, imaginez ça, le premier jour de l'offensive, elle perd près de 60 000 hommes, dont 20 000 dans les premières heures.
malgré une certaine inexpérience de la plupart des hommes. Certains ordres totalement insensés étaient d'avancer au pas vers les tranchées allemandes. C'est complètement insensé, complètement aberrant. Ces engagements ont duré des mois et des mois. Alors, au moment où la Grande-Bretagne entre en guerre, au mois d'août 1914, donc, le Canada est membre de l'Empire britannique, donc il est d'emblée impliqué dans le conflit. Et également ce qu'on a appelé l'ANZAC, l'Australian and New Zealand Army Corps. Je vais y revenir dans l'épisode 2 parce que tout ça c'est très important et on n'en parle pas assez. Et c'est en ça aussi que c'est une guerre mondiale, c'est donc bien l'Empire britannique qui s'avance en armes. Pour le moment, la première bataille de la Somme est une catastrophe. On ne parvient pas à faire avancer l'artillerie dans le No Man's Land alors qu'elle est indispensable. En face, les renforts arrivent toujours plus vite, c'est une véritable catastrophe. Alors je vais faire une petite pause dans cette guerre pour vous décrire aussi la nouveauté. La nouveauté, c'est l'armement. Comprenez déjà que les soldats sont pour l'essentiel des civils, bien sûr, pas d'armée de métier. Ils vont apprendre sur le terrain le maniement de ces armes nouvelles, pour la plupart évidemment, ils en ont pour beaucoup jamais tenu entre les mains. L'artillerie, et notamment la mitrailleuse, si elle n'est pas neuve, devient une arme absolument redoutable. C'est épouvantable, elle va tuer et blesser bien plus que le gaz, il faut le savoir. Le gaz justement, le fameux gaz moutarde, ou l'hypérite, parce qu'elle a été employée à Ypres pour la première fois en 1915, va généraliser désormais ce que j'imagine être une nouvelle forme de guerre, une guerre sale, même s'ils n'ont occasionné en fait sur le front qu'un faible pourcentage de pertes, et on parle de pourcentage mais c'est horrible, mais ils infligent une véritable terreur, les gaz infligent une terreur parmi les combattants. Alors pourcentage faible dans les statistiques, c'est ce que je disais, mais allez dire ça à ceux qui les ont reçus, ou à leur famille, vous allez être bien reçus, vous allez voir. C'est toujours l'écart qu'il peut y avoir entre le travail d'archives et les survivants. Quand l'histoire est proche, vous savez que c'est toujours très délicat de parler de statistiques, c'est même épouvantable. Quand on n'a pas vécu cette expérience, c'était aussi extrêmement difficile à expliquer. On est dans le domaine là de l'indicible. Eh bien c'est pareil pour les conditions de vie, je vais pas revenir dessus, tout le monde en connaît les détails, les poilus, pourquoi les poilus, etc. Mais vivre continuellement dans la boue, dans le froid, le manque de nourriture, le manque d'espoir même. On vit dans la poussière parmi les rats, ronchés par les poux, les conditions d'hygiène sont épouvantables, pour pas dire même totalement inexistantes. Vous imaginez bien en plus le stress du bruit des obus. Je parlais de Verdun, le nombre d'obus toutes les secondes, quand on attend le prochain, qu'on imagine même que ça peut être pour soi, les odeurs de putréfaction et d'excréments. On n'a jamais connu de telles horreurs. Imaginez aussi, c'est la première guerre que l'on peut voir au cinéma. On voit les premières images, on n'avait jamais ça avant. Ce que j'ai appelé tout à l'heure l'opinion publique, c'est important, il faudra y revenir à cette opinion publique. Dans ces conditions, où les soldats ont-ils trouvé la force de tenir? L'hostilité et le patriotisme en fait, tout simplement. La haine du Boche pour le français, du Franzmann pour l'allemand, ces mêmes allemands qui considéraient le russe comme un sous-homme, bah oui déjà, les anglais parlant des Huns pour désigner les allemands, bref vous voyez ça vole pas haut, mais on tient comme on peut à ce moment-là. Alors quoi qu'on ait dit, les défections sont quand même assez peu nombreuses malgré tout, au moins jusque fin 1917. Dans tous les camps, on se défend. On défend sa patrie, sa civilisation, sa famille. Vous devez bien comprendre ça si vous voulez saisir cette motivation, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'aucune des deux armées ne veut et ne peut céder. C'est comme ça que vous pouvez expliquer un des phénomènes les plus extraordinaires de cette guerre, l'engagement volontaire, j'insiste, de plus de 2,5 millions de Britanniques, souvent des pères de famille, entre août 14 et janvier 1916. On tient aussi avec les loisirs, et oui, ils existent, on connaît tous ces détails, contrairement aux autres guerres précédentes, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'ils ont beaucoup écrit, beaucoup dessiné, ils en avaient le temps, et le savoir aussi, alors d'écriture de lettres, de carnets personnels, de croquis, etc. Et je ne peux pas croire qu'une telle violence n'ait pas amené un changement de société. Chacun est témoin d'actes de violence insoutenables, presque parfois sadiques, et tout ça marque terriblement. Plus jamais ça, pouvait-on lire après la guerre, c'était la der des der. Alors donc un coup extrêmement rude est porté aux Alliés en février et en octobre 1917, la double révolution russe. En fait, après la révolution de février, le gouvernement provisoire avait décidé, russe évidemment, avait décidé de continuer la guerre pour respecter les engagements qui avaient été pris. Mais des engagements qui n'ont pas été suivis par le peuple et par l'armée. Et stratégiquement, quand vous savez que l'armée ennemie combat sur deux fronts et que du jour au lendemain, elle va porter tous ses efforts sur un seul, c'est plus tout à fait la même guerre. Comme je vous expliquais, ça va libérer d'un coup l'Allemagne de son second front. C'est vrai que côté russe, les pertes sont énormes, 1 700 000 morts, malgré un courage extrême. C'est vrai, on peut dire d'ores et déjà tous les pays, tous les belligérants, tous les acteurs, tous les soldats ont été d'un courage incroyable, extrême, il faut le dire, il faut le redire encore. Tous les acteurs, quel que soit le côté, ont œuvré pour l'emporter, se sont battus avec la plus forte énergie, le plus fort des courages, il faut quand même le souligner. Après leur prise de pouvoir en octobre, les bolcheviks vont signer en décembre un armistice avec l'Allemagne. Les hostilités vont reprendre juste pour faire accepter une paix difficile évidemment aux Russes, la fameuse paix de Brest-Litovsk en mars 1918. Donc vous le voyez, les Allemands atteignent peu à peu leur but. Il leur faut maintenant aller vite et ils le savent parce qu'à l'ouest, ils s'en doutent, les États-Unis
vont entrer en guerre. Alors, j'ai appris très récemment que l'Allemagne a tout fait pour que le Mexique déclare la guerre aux États-Unis pour également créer un deuxième front au cas où côté américain. Alors comment est-ce qu'on sait ça? Eh bien grâce à l'interception par les services de renseignement britanniques d'un télégramme adressé par le ministre allemand des Affaires étrangères, on l'appelle aujourd'hui le télégramme Zimmermann, à son ambassadeur à Mexico, qui lui demandait de négocier une alliance avec le Mexique tournée contre les États-Unis. Il écrit les termes suivants: une alliance sur les bases suivantes, faire la guerre ensemble, faire la paix ensemble, large soutien financier et accord de notre part pour la reconquête par le Mexique des territoires perdus au Texas, du Nouveau-Mexique et de l'Arizona. Voilà, c'est assez extraordinaire parce que du coup, effectivement, ça crée un autre front et les Américains seraient embourbés à ce moment-là de l'autre côté. Le 23 février 1917, alors que la guerre sous-marine a débuté elle réellement depuis près d'un mois, eh bien, le ministre des Affaires étrangères britannique, Lord Balfour, communique le contenu du télégramme à l'ambassade des États-Unis. C'est plutôt malin. Le président américain, Wilson, décide d'en informer son opinion publique. Vous voyez, encore une fois, la force de l'opinion publique, très importante, par voie de presse évidemment. Le 1er mars, le télégramme fait la une de tous les quotidiens américains. L'émotion, vous l'imaginez, est immense. L'Amérique décide de défendre ses principes et elle entre en guerre. Alors, il faut bien vous imaginer l'armée américaine de cette époque-là. Il faut vous imaginez qu'on est peu de temps quand même après la guerre de sécession. C'est une armée américaine qui n'est pas très différente dans sa tenue, dans son savoir-faire et dans son savoir de la guerre de sécession. C'est une armée extrêmement archaïque, alors qu'en Europe on est déjà en avance, extrêmement en avance. Cette armée-là a tout à apprendre. La grande chance finalement, c'est que l'Allemagne, avec ses conquêtes à l'Est, devait garder des troupes pour les occuper. Donc, toutes n'ont heureusement pas pu basculer de l'Est vers l'Ouest, toutes les troupes, donc ce qui aurait été évidemment une véritable catastrophe. En réalité, il s'en est fallu réellement de peu que 1917 et surtout 1918 ne soient finalement la victoire allemande. Et les quelques 1 800 000 soldats américains, donc certes peu expérimentés, comme je vous ai dit tout à l'heure, ont finalement fait pencher la balance, surtout en 1918, j'y reviendrai tout à l'heure, quand l'armée française, exsangue, il faut imaginer ça, connaissait une très grave crise d'effectifs. Mais l'empereur Guillaume II va écrire dans ses mémoires la cause principale de la défaite allemande: Clémenceau, ce n'est pas l'entrée en guerre de l'Amérique avec ses immenses renforts. Aucun élément ne compta auprès de l'indomptable petit vieillard qui était à la tête du gouvernement français. Si nous avions eu un Clémenceau, nous n'aurions pas perdu la guerre. Évidemment, je vais y revenir dans un instant. Parce que 1917, c'est un peu le réveil de la guerre, qui passe des tranchées à la reprise des offensives. En boxe, on dirait que cette fois, on va aller chercher la victoire par chaos, si vous voulez, sachant qu'on ne pourra pas l'emporter au point. Les Français au chemin des Dames en avril-mai, les Britanniques à Ypres en juin-juillet. Concernant le chemin des Dames, plus d'1 million d'hommes ont été rassemblés sur un front de 40 km entre Soissons et Reims. Pour la première fois du côté français, des chars d'assaut doivent être engagés. Une longue et intense préparation d'artillerie qui commence le 2 avril compromet tout effet de surprise et surtout ne détruit que partiellement les défenses allemandes. Il faut savoir que les Allemands s'attendaient à cette attaque, ils avaient été prévenus par les prisonniers qu'ils avaient fait, donc l'effet de surprise, vous imaginez. Le 16 avril, quand les premières vagues s'élancent à l'assaut du plateau du chemin des Dames, elles vont se heurter à des barbelés souvent intacts alors qu'elles pensaient qu'ils étaient tombés, et elles sont fauchées par le feu des mitrailleuses allemandes. Le mauvais temps, la pluie, la neige, le froid n'est pas évidemment sans conséquence, en particulier dans les bataillons de tirailleurs sénégalais, des troupes en fait qu'on a recrutées dans toute l'Afrique. Vous voyez, ça y est, ça devient mondial. L'Afrique occidentale française, de Cotonou à Bamako, d'Abidjan à Tombouctou, Tombouctou, une ville dont on parle en ce moment. Dès les premières heures, l'offensive apparaît déjà comme un échec sanglant. Or, malgré des pertes particulièrement élevées, 30 000 tués, 100 000 blessés en 10 jours du 16 au 25 avril, et en dépit des promesses, le général Nivelle, qui a remplacé Joffre depuis peu, va s'obstiner au-delà des 24 et 48 heures qu'il avait annoncé. L'offensive va durer en effet plusieurs mois, ce qui va d'ailleurs amener le général Pétain à remplacer Nivelle extrêmement rapidement. Alors, beaucoup d'entre nous, c'est vrai, ont entendu parler à l'école de l'effroyable boucherie du chemin des Dames. Je ne vais pas m'étendre ici, mais je vous conseille de lire l'excellente page Wikipédia, j'en parle rarement, mais c'est vrai que pour une fois elle est excellente, qui résume remarquablement cette attaque lamentable. Je mettrai le lien sur la page Facebook Temporium, vous verrez. Je vais plutôt revenir sur deux événements qui ont marqué toute une nation, je vais même dire deux nations, qui a même soudé ces nations en question. Je parle du Canada et je vais parler après de l'Australie. Les Britanniques, je le disais tout à l'heure, vont se concentrer eux sur Ypres en Belgique. Mais quand je parlais tout à l'heure du chemin des Dames, il faut savoir que pour la réussite de l'opération du chemin des Dames, qui en fait a été un échec lamentable, donc comme je vous l'ai dit, les Alliés avaient prévu ce qu'on appelle une diversion, c'est-à-dire en fait fixer une partie de l'armée allemande pour l'empêcher de venir renforcer les troupes sur le chemin des Dames. Cet endroit, cette diversion, a eu lieu dans une ville française, la ville d'Arras, donc au nord de la France, à quelques kilomètres de Lens, à 50 minutes de Paris aujourd'hui en train. La ville d'Arras, depuis 1914, qui a été sur le théâtre
théâtre des opérations, sur le front, a été pilonné, ravagé, on peut le dire, est occupé par les Anglais qui tiennent cette place extrêmement importante, parce qu'encore une fois, on n'est pas loin du tout de Paris et le front ne doit surtout pas dépasser cette place. La ville est quasiment anglaise, son administration est bilingue, la ville est quasiment vidée de l'ensemble de ses habitants, et les Anglais ont une idée que, je vais dire, seuls les Britanniques peuvent avoir. La ville dispose de carrières à côté. Eh bien, les Anglais, pour surprendre les Allemands et pour donc créer cette diversion permettant à l'armée française de vaincre au chemin des dames, et on a vu comment, eh bien, les Anglais vont utiliser ces carrières pour créer une seconde ville à l'insu des Allemands, et ils vont y entasser plus de 20 000, 30 000 soldats dans ces carrières, et ils vont avancer, creuser, c'est des soldats australiens, ce sont des Australiens et des Canadiens qui vont creuser à cet endroit-là, ils vont creuser pour pouvoir déboucher, début d'année 1917, en avril, pour pouvoir déboucher au nez et à la barbe des Allemands à quelques mètres, et donc, si vous voulez, éviter le no man's land extrêmement dangereux. Alors l'offensive s'est soldée, on va dire, par un match nul, c'est communément appelé ainsi, sauf que la crête de Vimy, un peu plus au nord, a été récupérée par les Canadiens, et ça c'est un élément qui a fondé, qui a soudé la nation canadienne, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, vous avez à Vimy un fantastique monument, avec un grand cimetière bien sûr, comme très souvent, dédié à la nation canadienne et à cette guerre 14-18, et c'est un endroit d'ailleurs qui est 100% territoire canadien, il faut le savoir, donc tous les ans vous avez de fantastiques commémorations à cet endroit-là. Donc automne 1917, après le grand succès donc, de l'armée canadienne à la crête de Vimy, en avril, donc comme je vous disais, on l'envoie donc dans le nord de la Belgique. Il s'agit d'un terrain familier pour les Canadiens qui avaient déjà en fait livré une bataille extrêmement âpre plus tôt durant la guerre. La région d'Ypres, en Belgique, où se trouve Passchendaele. C'est la scène de plusieurs batailles de la Première Guerre mondiale. Étant la dernière portion de la Belgique, si vous voulez, à ne pas être aux mains de l'ennemi depuis l'avancée allemande de 14, elle est donc d'une grande valeur symbolique pour les Alliés. Ypres, qui avait donc donné son nom au gaz hypérique, je vous l'avais dit dans la première émission, donc le fameux gaz moutarde, Ypres c'est un lieu très propice aux batailles, une région formée principalement de terre basse et plate qu'on parvient à assécher à grand renfort de digues, de tranchées de drainage, etc. Donc 3 ans de rudes, de dures batailles voient les systèmes de drainage se faire détruire les uns après les autres. Le sol, bombardé de millions d'obus d'artillerie, va se transformer en boue collante. En 1917, les pluies automnales précoces vont transformer le champ de bataille en mer de boue, de telle sorte encore que aujourd'hui Passchendaele est synonyme d'horribles conditions de bataille. C'est principalement pour enlever de la pression aux forces françaises, donc je vous disais, installées dans le sud, que les Britanniques vont se lancer dans cette 3e bataille d'Ypres, une offensive en Belgique pour s'emparer des chemins de fer allemands stratégiquement situés dans le pays occupé et des bases sous-marines également qui sont installées le long de la côte. La principale attaque commence à la fin du mois de juillet. Les forces britanniques et l'Anzac, donc les forces australiennes et néo-zélandaises, dont je vous ai déjà parlé, c'est pour ça, donc ça y est, cette guerre est effectivement maintenant mondiale, vont lancer l'offensive avec un important barrage d'artillerie. Une forte pluie tombe aussi la toute première nuit de l'attaque. Vous imaginez ces conditions. Les trous d'obus se remplissent rapidement d'eau, se transformant en mares répugnantes, où vont se trouver trop souvent des restes, bien évidemment, de soldats. De nombreux attaquants vont périr alors qu'ils luttent dans une boue épaisse, presque sans protection, sous le tir. Vous imaginez le tir des mitrailleuses allemandes cachés derrière des casemates, donc ça, ces postes de tir en béton armé là, ils sont taillés en pièces, littéralement taillés en pièces par ces tirs, et malgré ces conditions, eh bien ils vont gagner lentement la majorité du terrain qui s'est surélevé du coup à la fin de l'été. Malgré ça, les principales cibles de l'offensive sont toujours hors de portée, ils n'y arrivent pas et ils recommencent encore et encore. Au début du mois d'octobre, les Canadiens sont envoyés pour prendre la relève de l'Anzac et participer enfin à l'offensive qui vise à prendre Passchendaele. Le commandant Arthur Currie, lieutenant général canadien, visite le champ de bataille et il en est choqué par les conditions. Imaginez ça, il essaye d'éviter d'envoyer ses hommes se battre, mais ses efforts sont vains. Bien sûr, ça reste humain. Une fois encore, comme à Vimy, les 4 divisions du corps canadien sont présentes. Mais la boue, le terrain plat, le manque de temps de préparation et un soutien d'artillerie finalement très restreint font que le champ de bataille de Passchendaele est différent de celui de Vimy. Currie prend quand même le temps de se préparer le plus soigneusement possible, et le 26 octobre, l'offensive canadienne commence. La réussite de la bataille de Passchendaele tient exclusivement à l'héroïsme des hommes qui sont parvenus à franchir des zones ennemies malgré la résistance en face. L'avancée dans la boue et sous les tirs ennemis est d'une lenteur qu'on n'imagine pas, on a l'impression d'un film au ralenti. Les pertes que vous pouvez imaginer sont lourdes et malgré ça, malgré l'adversité, eh bien les Canadiens atteignent les abords de Passchendaele le 30 octobre, ça a commencé le 26, à la fin de la seconde attaque, sous une pluie battante, encore et toujours. Le 6 novembre, les Canadiens et les Britanniques lancent l'assaut pour prendre le village, dévasté que vous imaginez bien, de Passchendaele, au prix d'une bataille féroce.
l'attaque se passe comme prévu quand même. La tâche de prendre le fameux village revient au 27e bataillon de la ville de Winnipeg, ce qui est fait ce jour-là. Le 10 novembre, après avoir débouté les contre-attaques des forces ennemies, les Canadiens lancent la dernière attaque de la bataille et ils vont éliminer les Allemands de l'extrême est de la crête de Passchendaele. Les soldats canadiens donc y parviennent en surmontant des difficultés que je vous laisse à penser, des difficultés inimaginables pourtant. Pour se battre à cet endroit, pardon pour l'expression, mais il fallait en avoir. Les efforts de tous ces hommes furent évidemment remarquables, je crois que j'en ai assez parlé. Plus de 4000 Canadiens sont morts durant la bataille de Passchendaele et près de 12 000 ont été blessés. Les soldats qui ont combattu font partie des 650 000 Canadiens et Canadiennes qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale, il faut le savoir. Les sacrifices et les exploits de celles et ceux qui ont tant donné pour établir la paix et la liberté ne pouvaient pas ici être oubliés. Pétain a donc repris le contrôle d'une partie de l'armée et, tout en améliorant l'ordinaire, va s'engager dans une guerre défensive, à nouveau, on va dire. Surtout, il va mettre fin à une vague qui commence, une vague de mutinerie et de désertion qui commençait à prendre, c'est vrai, une certaine ampleur. Alors, on a beaucoup exagéré cette vague de mutinerie. On peut dire que, à tout va, il y a peut-être 40 000 mutins, et encore quand on dit mutins, c'est très souvent des hommes qui ne voulaient tout simplement pas monter au front parce que les ordres étaient complètement idiots. Et c'est vrai que, on en a fait beaucoup, ça a été beaucoup, et c'est pour ça que j'avais mis cette chanson à la fin, Mutin de 1917, ça a été récupéré beaucoup par, là on est dans la politique politicienne de cette époque-là, par les socialistes, toujours assez anti-guerre, à l'époque, et évidemment par le communisme qui était naissant, bien évidemment. On est à la période également où la France va changer de gouvernement. Clémenceau arrive au pouvoir, il devient président du Conseil, ministre de la guerre, il reprend les choses en ordre et il va surtout réaliser l'impossible et l'impensable. Alors vous savez qu'on l'appelle le père la victoire. Il a écrit de différentes façons, également père comme un père, mais père la victoire aussi, PERD, certains de ses opposants l'ont appelé comme ça. Clémenceau va réussir le tour de force absolument gigantesque de faire à ce moment-là que Foch soit le généralissime de toutes les armées alliées. En fait, c'est un Français, il va mettre du temps mais ça va finir par passer, c'est un Français qui va réussir à coaliser l'ensemble des armées. Elles resteront évidemment armées anglaises, armées américaines, etc. Mais c'est un Français qui coordonne l'ensemble et ça on le doit à Clémenceau lui-même. À l'arrière, en revanche, on commence à tirer la langue. Si vous me pardonnez cette familiarité, on commence à se sentir une certaine montée de pacifisme, c'est ce que je vous disais avec cette fameuse chanson, et surviennent les premiers mouvements de grève, ça y est. Alors, la montée du socialisme, comme je disais, se fait sentir et joue sur la nouvelle envolée des prix, ça y est, c'est reparti, non couverte celle-là en plus par les salaires. Et les ouvriers, qui ont des journées de plus en plus longues, comprennent que les bénéfices sont énormes dans l'industrie, mais pas pour eux. Et ce n'est pas qu'en France, c'est également en Grande-Bretagne et en Allemagne. C'est la fin des unions sacrées. En France, ça se traduit par 4 changements de gouvernement donc successifs, jusqu'à l'arrivée de Clémenceau en novembre, comme je vous disais, qui va stabiliser enfin le pays et reprendre les choses en main. Il est celui qui va être même en temps de guerre capable de limoger, ce fameux terme très récent, donc de limoger des préfets qui ne font pas l'affaire selon lui. L'Allemagne, forte de ses succès, négocie déjà en sous-main, il faut le savoir, avec le président de la République française qui cherche un armistice. On le sait aujourd'hui, des pourparlers secrets étaient en cours. La guerre aurait peut-être dû, après chacun voit midi à sa porte, finir 1 an auparavant. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on y aurait perdu ? Une partie de nos colonies et une partie du territoire français, bien sûr. Et à ça, Clémenceau est opposé. À lui seul, avec son gouvernement, bien sûr, il va s'opposer à la défaite et regonfler autant que possible le moral à l'arrière et sur le front. Le 8 mars 1918, il présente ainsi son programme de gouvernement à la tribune de l'Assemblée nationale. Vous voulez la paix ? Moi aussi. Il serait criminel d'avoir une autre pensée. Mais ce n'est pas en bêlant la paix qu'on fait taire le militarisme prussien. Ma politique étrangère et ma politique intérieure, c'est un tout. Politique intérieure, je fais la guerre. Politique étrangère, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. Pour la gagner, tout simplement. Churchill a dit de lui, et oui déjà Churchill, dans la mesure où un simple mortel peut incarner un grand pays, Georges Clémenceau a été la France. Mériterait une émission à lui tout seul, celui-là. Comment ces hommes et ces femmes ont-ils réellement trouvé la force de se remobiliser encore pour affronter 1918 ? C'est une vraie question, et encore une fois, il ne faut pas sous-estimer le patriotisme extrêmement fort. Et en ça aussi, Clémenceau a donné l'exemple. Il a mobilisé le tiers de son temps à la visite dans les tranchées et à l'arrière, dans les usines. Il a limogé donc les préfets, je le disais tout à l'heure, qu'ils jugeaient trop mous ou défaitistes. 1918 donc. Les Allemands savent que leur seul espoir maintenant, c'est de percer le front ouest avant l'arrivée de la totalité des effectifs américains. Ça y est, ils savent, les Américains sont entrés en guerre. La tactique de Ludendorff repose sur l'action de troupes d'assaut spécialement formées depuis 1916. En mars, cette tactique permet d'enfoncer le front britannique en Picardie. Mais dès la fin du mois de mars 1918, au nord de la Somme, la grande offensive allemande qui avait été lancée le 21 mars commençait de vaciller. Les Allemands se concentrent alors sur la zone sud du fleuve et ils redoublent d'efforts en direction d'Amiens depuis l'est et le nord-est.
Le succès initial frappant donc des Allemands avait créé deux problèmes à ce moment-là. Le ravitaillement, qui devait maintenant être acheminé sur de longues distances à travers la campagne en ruine du champ de bataille de la Somme de 1916, et puisqu'ils n'étaient pas parvenus à percer en plus totalement les lignes anglaises et françaises, ils étaient maintenant confrontés au fait de devoir défendre un grand saillant semi-circulaire qui donnait sur les lignes alliées. Et ils conservaient quand même l'initiative, et à partir d'avril 1918, leurs ingénieurs avaient étendu leur communication ferroviaire en direction de Villers-Bretonneux, à proximité de la ville clé d'Amiens. Les Allemands comptaient maintenant prendre Villers-Bretonneux et atteindre ainsi les versants d'un plateau, ce qui signifiait que Amiens serait à portée de tir de leur artillerie. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je vous parle de Villers-Bretonneux. Des unités australiennes aidaient à défendre la ville. Des divisions anglaises fatiguées, qui sont là depuis le début, un peu comme à Arras finalement, se trouvaient au nord et au sud de la ville, et d'autres Australiens étaient placés en réserve derrière Villers-Bretonneux. Une attaque allemande oblige alors les Anglais à sortir du village de Hamel, et un bataillon australien doit se retourner rapidement pour éviter d'être cerné. L'avance allemande est arrêtée, heureusement par la cavalerie anglaise, aidée par l'infanterie australienne. Au sud, les Anglais tiennent bon contre l'attaque allemande du matin, mais dans l'après-midi, ils sont repoussés. Vous voyez, c'est des va-et-vient incessants. Ça oblige les Australiens à se replier vers les quartiers extérieurs de Villers-Bretonneux. Les Allemands menacent alors de pénétrer dans la ville lorsqu'au moment crucial, le 36e bataillon australien de Nouvelle-Galles du Sud se précipite en avant dans un assaut spectaculaire, soutenu par d'autres unités d'infanterie anglaises et australiennes, puis par la cavalerie anglaise, faut pas l'oublier. La 36e repousse les Allemands vers leurs anciennes tranchées, à près de 2 km de la ville. La ligne est stabilisée par d'autres Australiens qui traversent la Somme pour tenir bon avec la cavalerie sur les hauteurs cruciales de la colline artificielle de Hill 104, au nord de la ville. Le 7 avril 1918, des petits groupes d'Australiens saisissent des parties du bois de hangar au sud de Villers-Bretonneux qui a été perdu, etc. La croix de Victoria, la Victoria Cross, a été décernée au lieutenant Percy Valentine Storkey, qui avec un autre officier et 10 autres soldats donne l'assaut contre une position ennemie renfermant 80 à 100 hommes et va les en expulser en abattant et en blessant environ 30 soldats et capturant 3 officiers et 50 hommes. Vous voyez un peu le genre d'acte héroïque. Les objectifs sont pris, mais sans disposer de position tenable pour créer une ligne de défense, les Australiens vont être obligés de se retirer par la suite. C'est pas terminé. À partir du 24 avril, les troupes anglaises défendent Villers-Bretonneux. Ce jour-là, les Allemands vont attaquer à l'aube. À l'aide de 13 chars d'assaut qu'ils utilisaient pour la première fois, ils vont s'emparer de la ville. Il faut savoir que les Allemands ne croyaient pas aux chars d'assaut. Ils vont beaucoup se rattraper quelques années plus tard, c'est vrai. Une contre-attaque britannique va alors débuter à 22h le même jour, donc au même moment, soutenue par des Australiens au nord et au sud de la ville. On prévoyait que les unités australiennes attaquent sous le couvert de la nuit, enveloppant Villers-Bretonneux et rejoignant les forces situées à l'est. Au nord de la ville, les Australiens donc attaquent avec succès, mais le bras nord et le bras sud ne peuvent pas se rejoindre dans le noir, ils savent pas où ils sont, ils vont laisser un intervalle par lequel de nombreux Allemands vont parvenir à s'échapper. Après le lever du jour, cet intervalle est à peu près comblé et les Australiens entrent dans la ville par l'est alors que les Anglais y accèdent par le nord et l'ouest. Ainsi donc le 25 avril 1918, qui est également la date du 3e anniversaire du débarquement des forces de l'Anzac à Gallipoli, Villers-Bretonneux est libéré de l'emprise des troupes ennemies. Ça marque la fin réelle de la poussée allemande vers Amiens, bien que l'offensive ennemie se poursuive évidemment plus au sud en direction de Paris contre les forces françaises et américaines, mais j'y reviens dans un instant. Villers-Bretonneux n'oubliera jamais le fait que les Australiens ont chassé les Allemands de leur ville. Dans les années 30, le gouvernement australien va ériger à cet emplacement le monument national aux morts australiens, qui est aussi un monument aux Australiens qui perdirent la vie en France entre 1916 et 1918 et n'ont aucune tombe recensée. Alors je vous ai dit que les Allemands étaient maintenant pas loin de Paris. Près d'un siècle après le début de cette Première Guerre mondiale, il me faut vous relater cet incroyable projet de l'armée française qui reste toujours aussi peu connu, mais on commence à en dévoiler quelques aspects. En 1918, alors que le conflit allait quand même toucher à sa fin, la DCA, la division chargée de défendre le territoire contre les attaques aériennes, qui existait quand même un peu, s'est lancée dans la construction d'une réplique de Paris destinée à duper les pilotes allemands. Vous savez que les avions qui avaient fait leur entrée dans le conflit pour des missions de reconnaissance tactique, je vous en parlais au début, et de bombardement, étaient à l'époque évidemment dépourvus de radar, vous pensez bien. Recréant une ville factice composée d'une myriade d'éclairages lumineux, les Français pensaient pouvoir attirer les raids nocturnes vers de mauvaises cibles. Fin 2011, le blog anglophone PTAC Science Book a exhumé une revue du 6 novembre 1920, The Illustrated London News, détaillant l'incroyable procédé de défense passive mis au point par les Français pour protéger leur capitale, donc ce dont je viens de vous parler. Une idée qui peut paraître aujourd'hui complètement farfelue, mais qui l'était un peu moins à une époque où les pilotes naviguaient à vue et larguaient leurs bombes dès qu'ils apercevaient leur cible, en tout cas ce qu'ils imaginaient être leur cible. On estime quand même que les chances de succès du subterfuge étaient assez faibles, n'empêche quand même que les ingénieurs français avaient imaginé leur ville fantôme en détail, raconte le blog, et écoutez bien, de fausses rues bordées de lampes électriques, de fausses gares, de fausses usines, et une fausse population qui attend de se faire bombarder
par de vrais Allemands. Voilà ce qu'écrit le blog. Le Pax Science Book publie les cartes montrant l'emplacement de ce faux Paris, près de Maison Lafitte, au nord-ouest de la capitale. On peut encore rechercher ça. On peut notamment y voir les emplacements des fausses gares, placées à des endroits correspondant à leur vraie place dans le vrai Paris. Il faut quand même imaginer ça, autour d'un bras de Seine dont la forme rappelle exactement celui qui traverse la capitale. Les grands axes sont également reproduits pour être illuminés, avec la place de l'Étoile, les grands boulevards ou encore la place de l'Opéra. Une partie de la fausse ville, donc vous voyez, avait déjà été créée au moment de l'armistice en novembre 18, et l'article de 1920 contient une photo d'un champ de voiles lumineuses supposé représenter aux yeux des pilotes allemands, donc en vol nocturne, la gare de l'Est près de Beauchamp. Et bien cet épisode n'est évidemment pas sans vous rappeler une partie du plan Fortitude monté par les Anglais lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous vous souvenez que j'y ai d'ailleurs consacré une émission. C'est incroyable ce que les humains, l'esprit humain est capable de faire au pied du mur. Les Allemands, je vous le disais tout à l'heure, sont sans doute passés très très près de la victoire. Mais leur incroyable effort, ils sont tout de même parvenus à 60 km de Paris, souvenez-vous de la grosse Bertha, ce fameux canon. Leur incroyable effort a usé leurs ressources en hommes et en matériel. Du coup, le moral s'en est ressenti. À l'inverse, les Alliés, eux, disposaient à cette date d'armes nouvelles auxquelles eux avaient cru, contrairement aux Allemands, ce que je vous disais tout à l'heure, 20 ans plus tard, ils vont s'en souvenir, les tanks et l'aviation. Fini les duels aéronautiques des As, désormais ce sont de véritables escadrilles qui attaquaient les lignes arrières et les nœuds de communication. La supériorité alliée est alors incontestable. Pour les chars, les industries anglaises et françaises, avec Renault notamment, ont été pionnières dans le domaine. Là, elles vont s'arrêter peu de temps après. Les Allemands, surclassés techniquement, affrontent en plus, je le disais tout à l'heure, l'apport démographique américain. Pensez bien, 1 800 000 soldats d'un coup, quand eux, de leur côté, n'ont plus aucune réserve, ils sont tout seuls. Le repos leur est interdit quand du côté allié, on commence à faire tourner les effectifs. Et à partir d'août 1918, l'armée allemande donne les premiers signes de faiblesse. Ludendorff comprend alors que c'est terminé, que tout est fini, refoulée sur toute la longueur du front, mais pas brisée, il faut le savoir. L'armée allemande improvise comme elle peut, mais partout elle commence à plier. Le ravitaillement tourne à la catastrophe, et pire, les soldats n'ignorent plus ce qui se passe à l'arrière. C'est également un désastre pour les familles, en raison de la crise aiguë traversée par les économies des puissances centrales, je vous le disais dans la première émission. À l'automne 1918, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie sont proches de l'effondrement. Parallèlement, en septembre et octobre, les Anglais battent les Ottomans au Proche-Orient, les Français brisent la résistance bulgare, les Allemands soutenaient ces Bulgares, les Italiens remportent également leur premier succès face aux Autrichiens, les Italiens qui sont maintenant côté alliés. C'est fini, on peut dire que les alliés de l'Allemagne demandent des armistices partout, la dynastie des Habsbourg quitte le pouvoir, tandis que les nationalités de l'Empire proclament leur indépendance. Avant même les traités de paix, avant même l'armistice du 3 novembre, l'Autriche-Hongrie a cessé d'exister. Côté allemand, l'armistice est demandé en octobre sur la base des 14 points de Wilson. C'est le nom donné, vous savez, au programme du président américain pour mettre fin à la guerre et reconstruire l'Europe. Ils ne vont pas s'oublier au passage, évidemment, dans un discours retentissant du 8 janvier 1918 devant le Congrès des États-Unis. Pour faire simple, les Américains entraient en guerre uniquement pour ces points-là. Les négociations sont longues, Clémenceau le relate assez longuement dans ses mémoires, et enfin l'Allemagne accepte les conditions extrêmement draconiennes qui leur sont imposées par les Alliés. Le 9 novembre, la révolution éclate en plus à Berlin, Guillaume II abdique, la République est proclamée, l'armistice, vous le savez, est signé, j'espère, est signé le 11 novembre, à Rotonde, en forêt de Compiègne. C'est l'explosion de joie que vous imaginez dans toutes les capitales. Seulement, comprenez bien une chose. L'Allemagne va vivre un véritable traumatisme, celui de la défaite. Et on se tromperait en imaginant que ce sont des soldats vaincus qui rentrent en Allemagne. Hindenburg félicite les troupes qui ont sauvé leur pays des malheurs et des désastres de la guerre et qui ont tenu pendant 4 ans face à un monde empli d'ennemis. Vous voyez, rien n'est vraiment réglé et vous savez également que ça ressurgira 20 ans plus tard. La défaite leur est incompréhensible. Elle est incompréhensible pour une majorité des Allemands qui pensent avoir été poignardés dans le dos par les socialistes, les juifs, voire même les deux associés. Et on ne peut comprendre le nazisme sans cet arrière-plan de traumatisme-là. La Grande Guerre, par sa durée insupportable, l'extension et la multiplication de ses fronts, l'expérience des tranchées, la mobilisation sans répit de l'arrière, a profondément marqué les populations européennes, je vous en parlais dans la première émission. Les anciens combattants français, fédérés dans des associations qui prolongent, vous savez, la camaraderie du front, ou élus même à l'Assemblée nationale en 19, s'organisent pour lutter contre le militarisme et le bellicisme. Les cérémonies du souvenir, les récits publiés instillent le pacifisme. C'est un peu ça, cette chanson Mutin 1917, on est là, c'est exactement à ce moment-là. Tandis qu'Aristide Briand, maître d'œuvre de la diplomatie nationale des années 20, s'évertuait à trouver des partenaires pour mettre la guerre hors la loi. Vous comprenez peut-être un peu mieux le désastre de 39, finalement. Entre 9 et 10 millions de morts, 3 fois plus de blessés, 8 millions d'infirmes, sans compter les millions de névrosés de guerre qui ne pourront plus reprendre évidemment une activité normale, familiale ou professionnelle. Tel est le bilan à ce jour. La guerre a ruiné les économies des pays européens et les États-Unis d'Amérique.
en devenant les bailleurs de fonds de l'Europe, prennent à ce moment-là leur envol et le leadership mondial. On ne les reverra plus, ils resteront beaucoup trop loin pour nous. L'Europe qui dominait le monde est désormais dépassée par les pays neufs, j'allais dire pour toujours. Un siècle après, c'est toujours un peu vrai, c'est toujours un peu le cas. Plus jamais ça. La France ne se relèvera, c'est mon opinion, jamais des horreurs qu'elle a subies sur son sol, contrairement aux autres pays. Il faut dire que beaucoup d'horreurs se sont passées quand même chez nous, et également en Belgique. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas Munich, on ne comprend pas Pétain, le Pétain de Vichy. Plus jamais ça. Voilà ce qui était écrit un peu partout. Alors c'est vrai qu'on a eu Clémenceau, donc appelé le père de la victoire, qui a redonné souffle et espérance, le grand Charles de Gaulle 20 ans plus tard. Mais la peur est restée présente en fait dans notre pays, si vous voulez. Plus jamais ça. Les nouvelles lois militaires augmentent du même coup, les effectifs des armées, etc. Je vais vous raconter une parabole. C'est-à-dire, ça y est, il se prend pour le Christ, ça va plus du tout. Vous allez voir. L'histoire se passe dans le nord des États-Unis il y a très longtemps. Un homme, alors imaginez une sorte de Charles Ingalls, voilà, en train de couper du bois, quand un Indien vient à passer. Alors l'homme lui demande si l'hiver va être dur, l'Indien réfléchit un instant, et il dit « hiver rude ». L'homme remercie, et suite à cette révélation, va couper plus de bois en prévision de ce que vient de lui dire l'Indien. Quelques jours après, le tas de bois augmente, et le même Indien repasse devant la maison, l'homme lui repose la même question, l'Indien réfléchit, et dit « hiver très rude ». Du coup, content de le savoir, l'homme va couper encore plus de bois en prévision. Quelques jours plus tard, même scène, réponse, hiver très très rude. Au moment de couper encore plus de bois, l'homme, intrigué, pose la question. Mais dis-moi, vieil homme, comment fais-tu pour savoir à l'avance le temps qu'il va faire? L'Indien le regarde dans les yeux et lui dit, plus homme blanc couper du bois, plus hiver rude. Voilà cette petite parabole qui vous explique pourquoi et comment en fait il y a eu cette montée, cette montée en puissance, cette course à l'armement entre les deux. Plus l'un allait d'un côté, plus l'autre essayait de le dépasser, etc., etc. Eh bien, vous avez donc ce même phénomène d'emballement entre les deux organisations, Triplice et Triple Entente, sauf que jamais personne n'a posé la question finale, comme avec l'Indien tout à l'heure. Avec en plus, quelque chose de nouveau, l'opinion publique qui s'en mêle. Armement égale guerre inévitable. Et c'est cette conviction qui va faciliter l'acceptation finale et finalement sans surprise réelle, presque fataliste, de la guerre. Bien sûr, vous avez aussi les facteurs déclenchants immédiats. L'étincelle, vous savez, qui met le feu aux poudres des Balkans par exemple. Dans les Balkans, la Russie se sentait protectrice, manifestait encore contre la guerre, se rallie aux politiques de défense nationale. Alors vous savez, le 31 juillet, Jean Jaurès est assassiné par Raoul Villain, un nationaliste exalté, mais même lui avait indiqué le 18 juillet, il n'y a aucune contradiction à faire l'effort maximum pour assurer la paix, et si la guerre éclate malgré nous, à faire l'effort maximum pour assurer, dans l'horrible tourmente, l'indépendance et l'intégrité de la nation. Vous voyez, faire attention à la caricature qu'on a souvent d'un Jaurès résolument contre la guerre, c'était aussi un patriote, un pragmatique. Pareil, la quasi-totalité des socialistes fait passer leur patriotisme avant l'internationalisme, qui est bien moins ancré évidemment que le premier. Les luttes politiques, les grèves sont suspendues partout et des cabinets d'union nationale sont formés. C'est ce que le président Poincaré avait nommé l'union sacrée pour la France, ou la trêve des partis en Allemagne, le Burgfrieden. Dans la plupart des États, leur parlement vote les crédits de guerre, dans un élan d'enthousiasme et une émotion difficile à décrire, y compris les socialistes, ceux qui étaient contre la guerre. Alors face à face, du moins au niveau des deux principaux protagonistes, les forces sont sensiblement identiques. En plus, ces deux pays peuvent mobiliser rapidement 1 million de réservistes. Les Anglais, de leur côté, faute de conscription évidemment, disposaient de forces beaucoup plus réduites et surtout éparpillées dans tout l'Empire. La Russie, de son côté, dispose de forces évidemment écrasantes, on comprend bien, mais sa capacité de production industrielle est très inférieure et du coup ça contrebalance largement son immensité d'hommes et ça l'empêche de mobiliser en plus très rapidement. Tous les plans des états-majors prévoient à ce moment-là une guerre courte et offensive. Et sachez que cette idée va perdurer pendant les premières semaines du conflit. Alors vous connaissez toutes et tous les tenues militaires de nos soldats. Si je vous dis 10 millions de morts, 40 millions de blessés, 900 Français et 1300 Allemands morts par jour, on touche alors plus précisément du doigt ce que fut le premier conflit mondial entre 1914 et 1918. À côté, combien d'orphelins, de veuves, de parents privés de leurs êtres chers. Ce conflit ouvre en fait réellement le XXe siècle et, à mon avis, mais c'est mon avis, il brise à jamais l'élan de la France relevé de 1870. Outre les épisodes de Clémenceau et de Gaulle, de la même lignée si je puis dire, jamais la France ne va se remettre vraiment de la guerre 14-18. Ni moralement, ni idéologiquement, ni socialement, ni financièrement. Cet immense conflit, qui n'est au départ essentiellement qu'européen, devient mondial parce qu'il s'est étendu comme un virus à une vitesse que les technologies de l'époque permettaient désormais. Pourquoi cette guerre? Eh bien cette guerre était finalement profondément absurde, on pourrait dire aujourd'hui. Elle n'avait en fait aucune justification, sauf une, la puissance des sentiments nationaux. On peut presque dire qu'elle a été faite contre l'avis des chefs d'État de tous les pays en question. Ils ont tous été, on pourrait dire, poussés à le faire.
C'est pas la première fois dans l'histoire, mais c'est la première fois à cette échelle. C'est en fait, si vous voulez, le chant du cygne d'une Europe qui dominait alors le monde. C'est une guerre mondiale, c'est vrai, mais en fait, surtout une guerre européenne, j'y reviendrai tout à l'heure. On a longtemps dit que l'Europe vivait dans une véritable psychose, voire même une attente de guerre. En fait, il faut savoir que juillet 1914 est un mois d'été tout à fait ordinaire. Les carterons nationalistes exaltant la guerre sont en fait très minoritaires. Mais ces prises de position sont prises très au sérieux par les pays voisins. Les Russes et les Français craignaient la puissance allemande, c'est vrai. Les Allemands se croyaient encerclés de toutes parts par les Français. C'est donc pas une psychose, mais un sentiment de menace permanent et qui a beaucoup compté dans la mise en place des deux alliances. Vous savez, la triplice, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, même si elle restera neutre en 14, et la triple entente, donc France, Royaume-Uni et Russie. C'est donc ce sentiment de menace qu'il faut comprendre, sachant que les points de tension sont évidemment multiples. C'est François Furet, vous savez, l'historien, qui disait « Plus un événement est lourd de conséquences, moins il est possible de le penser à partir de ses causes ». Ben évidemment, c'est la tension franco-allemande qui est le principal moteur de cette guerre. Souvenir de la guerre de 70, évidemment, et d'une revanche, c'est vrai, mais surtout, les crises graves qui les ont opposées, notamment au Maroc, pour son contrôle en 1905 et en 1911. On les a appelées, vous savez, peut-être, les crises de Tanger et d'Agadir. Elles ont certes été résolues pacifiquement, c'est vrai, mais elles sont ce qu'on appelle, en physique, un révélateur. Celui des rivalités coloniales, bien sûr. Vous avez le même phénomène entre l'Allemagne et l'Angleterre pour la supériorité industrielle, commerciale et navale. Dans ce contexte, le corollaire, si vous préférez, c'est la course aux armements, l'escalade. Vous en avez un exemple dans le film La vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder. C'est une époque d'intense activité d'espionnage aussi. Mata Hari bien sûr, mais aussi, c'est vrai que c'est moins connu, un abbé du sud-est de la France, grassement payé par l'Autriche et l'Allemagne pour espionner les activités aéronautiques françaises du côté de Toulouse et de Pau. Le curé d'un petit village qui, subitement, devient très riche. Ça ne vous rappelle rien ? Il fait construire un petit palais, fait refaire son église entre divers allers-retours très secrets. Le village, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Rennes-le-Château bien sûr. On a retrouvé dans sa comptabilité de très nombreux et importants versements. Ah, la Bessonnière. En France et en Allemagne, les Slaves et donc de la Serbie. L'Autriche-Hongrie, de son côté, avait annexé la Bosnie en 1908. Et voyait dans l'État serbe une sorte de menace pour la cohésion de son empire. Mais les tensions prennent encore plus d'ampleur avec les deux guerres balkaniques de 1912 et 1913. Vous voyez, petit à petit ça monte. On a eu les guerres au Maroc entre la France et l'Allemagne. On a eu, les crises, on a eu les guerres balkaniques 1912-1913. La première en 1912 opposait les États des Balkans à l'Empire ottoman et la seconde avec les États balkaniques entre eux. La poudrière est donc prête à exploser. Et l'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914 a joué le rôle d'étincelle. La faible implication à ce moment-là des Britanniques fait alors croire à l'Allemagne que la Grande-Bretagne n'interviendra pas dans un conflit continental, et en quelques jours, tout se précipite, et c'est le drame. L'Allemagne prend le risque calculé d'une guerre courte et limitée pour conforter son allié, l'Autriche-Hongrie. On peut dire que c'est bien l'Allemagne qui endosse la responsabilité, pas unique c'est vrai, d'un conflit destiné à rester d'ampleur extrêmement restreinte. Mais c'était oublié la mécanique, le jeu des alliances. Fin juillet début août, la crise échappe à tout contrôle, la faillite de la diplomatie est totale, la guerre éclate et devient immédiatement un conflit généralisé. Alors on a évidemment les images dans la tête des départs à la fleur au fusil, mais dans les campagnes, et même dans les villes, on en est loin. Il faut tordre le cou à cette idée qui n'est qu'un montage en épingle d'événements très isolés par des journalistes de l'époque. Il faut bien comprendre qu'on prend les bras pour les champs, en fait on les embarque, on les emporte, mais partout, il faut savoir aussi qu'on part avec patriotisme. On sait très bien pourquoi on part. Il n'y a pas non plus d'idée de revanche, ça n'apparaît quasiment pas dans les textes. On part pour défendre la mère patrie. Même les socialistes, dans les derniers jours de juillet ou au début du mois d'août, alors